Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast des entrepreneurs du web. Je suis Antoine Sarrazin et ensemble, on décortique les stratégies, les parcours, les erreurs et les raisons du succès des meilleurs entrepreneurs du web. Avec eux, mon objectif est simple, vous aider à lancer ou développer votre business en ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, on accueille Kevin Valfin. Kevin, ça me fait très plaisir de t'avoir. Je sais que toi, tu connais un petit peu Aurélien depuis pas mal de temps. Ouais, Moi, je te connais un peu moins, mais en tout cas, j'ai vu que tu cartonnais. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis donner un petit peu où tu en es dans ton business, etc. ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Kevin Dolphin. Moi, j'ai 29 ans maintenant. Ça fait cette année, c'était la 10e année, presque 11, que je fais du business, que je suis entrepreneur. Mon parcours est un petit peu atypique parce que moi, si tu veux, j'ai découvert l'entrepreneuriat, je savais pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai fait une école d'ingénieur. Je partais dans une carrière d'ingénieur ou de chef de projet. Mhm. Et en fait, quand j'étais en troisième année d'école d'ingénieur, j'ai 2 amis qui étaient plutôt, en école de commerce, qui venaient d'être diplômés, qui, cherchaient un ingénieur. Bon, j'étais pas ingénieur, mais enfin, ils cherchaient un développeur surtout. Ok. Et ils ont monté une première boîte qui a pas du tout marché, mais, après ils ont dit: «Beh, attends, on a une autre idée», et ils ont voulu qu'on monte, une agence de développement. Et en fait, je me suis retrouvé à monter ma première boîte avec eux, puisque la première fois, j'étais prestataire pour eux, alors que la deuxième fois, ils m'ont associé. Ils m'ont dit: «Voilà, Mhm. on te donne des parts et puis, on monte le projet ensemble». Et en fait, c'était plutôt une success story parce que quand ils ont monté cette boîte, eux, de leur école, il y avait plein de clients qui sortaient. Tous les mecs sortaient d'école de commerce, ils avaient décidé que c'était mieux de monter une boîte que, de trouver un job. Et du Ok. coup, ils avaient besoin de sites web, ils avaient besoin parfois Mhm. d'applications, c'était le début. Les applications, c'est très connu maintenant, mais il y a 10 ans, on en faisait moins quand même. Mais C'est on faisait sûr. beaucoup de sites web. On faisait beaucoup de sites web et ça coûtait très cher. C'était difficile d'avoir des gens compétents là-dessus. Et donc on monte cette boîte un peu comme ça, en bootstrap, et puis ça cartonne, plein de clients, Mhm. un succès un peu qui nous dépasse. Et puis comme on était 3 jeunes, qui avions jamais eu de société, on a fait, pas mal de conneries, je dirais, de gestion. On a un peu cramé l'oseille n'importe comment. Et puis j'ai un de mes associés qui a fait un burn-out. Qui a fait un Ah oui. burn-out, on l'avait pas vu venir parce qu'en final on cravachait pas mal quand même. Il a fait un burn-out, il a fini 6 mois à l'hôpital, en suivi, médical, et cetera. Donc ça a été compliqué. Et puis suite à ça, bah, c'est là qu'on voit, face à l'adversité, si la société, si l'équipe, elle est bonne. Et en fait, le projet a explosé en vol, juste l'année où j'étais diplômé. Du coup, c'était pas très cool parce que finalement, je sortais de mes études vraiment. Je pensais avoir une boîte, un taf, et cetera. Finalement, c'était pas le cas. Et mais voilà, j'avais quand même beaucoup goûté à cette, indépendance d'avoir, sa propre boîte, ses propres clients, Mhm. Tu avais ses monté deux équipes. boîtes, quoi. J'avais des équipes. Alors, j'ai pas vraiment monté la première, mais j'ai Mais un participé à petit l'histoire, peu. tu vois? Voilà, j'étais un peu CTO, intermittent, Uhum. tu vois? Ouais, ouais. C'était une boîte intéressante d'ailleurs. Ils avaient monté une start-up autour de la digitalisation du monde de l'art. C'est-à-dire qu'eux, à l'époque, ils travaillaient un petit peu sur des ventes de tableaux. Notamment, ils avaient eu quelques mandats pour des grands maîtres. Bon, ils les ont jamais vendus, mais et Uhum. en fait, ils se sont rendus compte que l'art, c'était super compliqué. C'était un intermédiaire, d'un intermédiaire, d'un intermédiaire. Finalement, un artiste pas coté peut quasiment jamais vendre un tableau parce qu'en fait, il est pas dans le circuit et puis personne va lui acheter son truc. Du coup, comme personne lui achète de trucs, il est jamais coté. D'accord. C'est un peu Ouais, l'échec. c'est Ouais, l'œuf et la poule, quoi. exactement. Et eux, ils s'étaient dit: «Mais mettons en place une plateforme qui permet à ces gens-là de vendre une première œuvre, peut-être à un prix, plus intéressant, mais à un plus grand public». Et le projet était, ouais, c'était intéressant, mais le monde de l'art, c'est un ancien monde. Ils sont D'accord. le digital, ils sont pas prêts. Ouais. Le mec qui achète un Rembrandt, il va pas sur Google. Tu vois? Et donc, c'est plus pour ça que ça n'a pas marché, mais c'était, une opportunité pour moi, tu vois, de faire un gros projet digital. Il y avait Ouais. beaucoup de choses, c'était quand même finalement une marketplace, il y avait pas mal de boulot, et cetera. Et ça, c'était cool. Et donc avec ces 2 expériences-là et les quelques expériences de stage en entreprise que j'avais fait à l'école, j'avais un peu fait mon choix. Je m'étais dit: «Ah ouais, quand même, repartir dans Hmm. une boîte, et cetera», j'étais pas chaud. Ouais. Et comme je venais de perdre ma boîte et que, beh, comme j'étais jeune, j'étais un peu un guignol, j'avais pas trop mis d'oseille de côté. Et bah, j'avais plus d'argent dans la société, j'avais plus d'argent pour moi et je pouvais plus payer les équipes qu'on avait actuellement pour faire du développement. Donc on a liquidé la société, qui est une procédure française assez lourde que je ne connaissais pas. Et Et juste, avec quel âge, là? Tu avais 22, ouais, 23 ans?
Ouais, à ce moment-là, j'ai été diplômé à tac, 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 ouais, 22 ans. C'est quand même Donc, formateur, hein, tout ce que tu as fait là. Entre les voilà. stages, les boîtes, la liquidation, gérer C'est des ça. équipes et En fait, tout. en une courte période, j'ai eu une grosse expérience à la fois Mm. de réussite et d'échec. Parce que finalement, quand tu liquides ta boîte à la fin, c'est que tu as quand Ouais, mais même bon. raté un truc. Mm. Et bon, cerise sur le gâteau, quand on a liquidé la boîte, on s'est rendu compte qu'un des associés avait un peu détourné des fonds. Ah, Et donc, en plus, la liquidation, elle ne s'est pas bien passée. Voilà. Donc, c'était intéressant, mais ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et puis, du coup, pendant une petite année, comme j'étais major de ma promo, on m'a proposé de devenir enseignant dans l'école. Et donc, j'ai ok. enseigné dans l'école et ça m'a permis de reprendre une vie peut-être plus stable. J'étais pas salarié parce que en fait, les profs, tu étais indépendant, tu avais ta propre société, tu Ok. facturais l'école. Mais du coup, je donnais cours, ça m'a permis de faire mûrir un peu ce que je voulais faire entrepreneurialement parlant et de rester en contact avec des étudiants qui faisaient mon métier parce que bon, je suis toujours resté, tu verras, de près ou de loin, dans la tech, dans le développement, etc. Mhm. Donc, j'ai jamais été trop solopreneur. Tu vois, moi, j'ai toujours eu une équipe, j'ai toujours eu des gens avec qui bosser. Parce que quand tu fais du développement, bah, tu bosses avec Aurélien, tu vois bien ce que c'est que Ouais, de ouais. développer un logiciel. C'est massif, tu peux jamais Mm. tout faire, tu sais jamais tout faire. Et donc, pendant une petite année, j'enseigne les matières technologiques et managériales que je connais. Et il y a une matière qui fait son apparition à l'école parce que j'avais cette expérience, qui était une matière entrepreneuriale. On leur apprenait à set up une entreprise, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tech qui montent des boîtes. Mhm. Mais franchement, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Les mecs montaient jamais de boîte, ils n'avaient pas d'idée, ils ne savaient pas les vendre. Et c'est un cours que j'ai donné avec vraiment plaisir parce que j'ai pu vraiment parler de trucs que je savais faire, que j'avais fait, qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui n'était pas cool, la perception que les gens avaient de notre métier aussi dans l'entreprise. Ouais. Tout le monde nous voyait, enfin, à la base, tout le monde voit les développeurs comme des énormes geeks qui n'ont pas de cerveau commercial, qui ne sont pas capables Mm. de set-up un produit qu'on peut vendre. Alors qu'en fait, C'est faux, quoi. ouais, clairement, clairement, tu as des mecs qui montent des boîtes de dingue, Mm, qui mm, sont mm. des techos, mais quand même, quand tu évolues bien côté entrepreneurial, tu te sépares vachement de la tech. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis vachement dans la gestion, Mhm. dans le management des idées, l'implémentation, etc. Je code plus, j'ai même pas le Ouais. temps. Tu vois, même C'est si de j'avais un l'opérationnel, en truc, fait. tu peux pas tout Mm, faire. mm, mm. Et c'est difficile de trouver un mec qui a l'esprit entrepreneurial. C'est plus facile de trouver un mec qui a envie d'être développeur. Ouais. Voilà. Donc, évidemment, si tous les développeurs devenaient entrepreneurs, on n'aurait plus d'équipe. Ouais, bien Mais sûr. ça arrive pas, ça arrive pas forcément. Et moi, du coup, c'est comme ça que je mets les pieds en fait dans l'entrepreneuriat. Et tu vois, quand je monte ma première boîte avec mes associés, je me rends pas compte de ce que c'est. Moi, je croyais que c'était un job bien payé, où je Mhm. faisais le métier que j'avais appris à l'école, en fait. Tu vois. Et ça, c'était intéressant. Et après, quand j'ai eu les petits soucis que représente l'entrepreneuriat qui ne marche pas, en France, par-dessus tout, parce que je pense qu'il y a plein de pays où rater une boîte, c'est pas un drame de vie, tu vois. Mais Ouais. quand tu rates une boîte en France, tu vois, il a fallu que je m'assure avec mon avocat que j'aurais le droit de réouvrir une société. Ah oui. Donc, bah ouais, parce que comme on avait un associé, mais c'était lui le gérant, qui avait, Ah, parce qu'il y a eu des tournées, d'accord, ok. qui avait un peu gratté dans l'équipe. Enfin, Ouais. il avait fait un peu d'abus de biens sociaux. Bon, c'était pas des Mhm. milliards non plus, hein. Et puis bon, le gars avait 23, 24 ans, tu vois. Donc, le mec, il s'est fait taper sur Ouais, les doigts ouais. et il a eu une petite interdiction de gestion de 3 ans. C'était pas non plus. Ok. Mais du coup, nous, on était juste actionnaires. Donc, on n'a pas été impacté par cette décision de justice. Sinon, il aurait fallu que j'attende plus. Et ça reste une ligne dans ton, tu vois, dans ton Ah, c'est pas casier. bon, Enfin, hein. Ouais, après, quand ouais. tu vas voir les banques, il y a quand même marqué un jour que tu as eu une interdiction de gestion. Et quand le Mm. motif, c'est abus de biens sociaux, C'est moyen, ouais, ouais. bon, lui, il n'a jamais remonté de boîte, donc ça ne l'a pas handicapé dans sa vie. Moi, ça m'aurait plus embêté, mais finalement, ça m'a pas du tout suivi et j'ai pu continuer. Donc après l'année où j'ai enseigné, parce que c'était quand même vachement bien payé, faut être honnête, des fois on se rend pas compte, mais le monde de la formation, bon, avec System.io, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, la formation, le business de l'information. Mais je me suis rendu compte que déjà mon école rentrait beaucoup d'argent parce que moi j'étais payé entre 500 et 600 euros jour de cours. D'accord, ok. Euh, donc, si tu veux, je donnais une semaine de cours, j'avais fait le mois. Ouais. Tu vois, donc, ça me laissait quand même du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire, construire un nouveau projet, etc. Ouais. Parce que, Et attends, juste pour revenir là-dessus, toi, tu faisais quel volume d'horaire à peu près au niveau de ton bah, enseignement? quand je donnais cours, je donnais en moyenne une semaine et demie de cours par mois. Donc, en gros, 40 heures par mois, quoi. Plus ou Ouais, moins, un peu à plus, peu près. peut-être. D'accord. Et du coup, 500, 600 euros par jour, ça, c'est donc TTC, etc. Net, ça représentait combien?
Non, non, c'est du net parce que dans Ah, c'est du l'enseignement, il net, n'y a pas ok. de TVA. Il y a une loi un peu spéciale, il n'y a pas de TVA. Et toi, tu payais pas de cotisation sociale ou de trucs comme ça après? Bah, alors moi, si tu veux, du coup, dans mon projet de vie, je vivais encore chez ma mère et Ouais. donc je n'avais pas de loyer et cetera. Donc en fait, je gardais cet argent dans mon entreprise. Ok, ok, Donc à la d'accord. fin de la première année, j'avais presque 100 000 € dans la boîte et je m'en suis servi pour relancer un vrai projet où il fallait que je mette un peu de billes pour, prendre des gens, parce que voilà, moi je crois pas trop au travail non rémunéré, les gens s'impliquent pas et cetera et donc Mhm. je voulais avoir les moyens de payer mes équipes et c'est comme ça que j'ai remonté, bah, la seconde société, de développement qui était à nouveau une agence, mais que j'avais D'accord. décidé de restructurer intelligemment, pas borderline, avec des clients qui nous payent à l'heure, parce que ça aussi on avait des gros problèmes avec ça, mais quand tu fais de la prestation de service, c'est difficile, d'être payé à l'heure. Tu vois, quand tu fais du logiciel ou quand tu vends, un produit numérique ou un produit physique, le client paye, il est délivré après. Ok. Quand tu fais de la prestation de service B2B, en plus, par-dessus tout, en général, tu délivres et tu es payé après. Mhm. Après, il va y avoir un système d'acompte où tu peux phaser le paiement pour ne pas te retrouver avec 100% du paiement à la fin. Ouais. Mais dans ces industries-là, la plupart du temps, tu travailles comme ça. Tu vois. Et il faut être honnête, en France, on est un pays où les impayés, c'est un peu du quotidien. Ça fait partie de D'accord. la culture. Les gens repoussent le moment où il faut payer, tirent la langue quand il faut payer, et Hmm. parfois ne te payent pas. Est-ce que parce que ça marche pas trop pour eux ou est-ce que bon, tu sais jamais trop parce que les gens n'ont pas beaucoup de transparence sur ça. Ouais, C'est forcément. vraiment une expérience que j'ai fait sur le terrain parce que j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises au Canada et anglo-saxonnes et c'est un problème que j'ai jamais eu avec ces entreprises. Donc, tu as constaté la différence, quoi, Ah ouais, entre les moi je pense cultures. là ouais, c'est culturel, c'est Ok. culturel. C'est comme en France, payer une facture ou payer ses impôts, c'est pareil, ça fait chier les gens, tu vois? Ouais, c'est sûr. Alors que ça fait partie, enfin, tu payes une prestation, la prestation est délivrée. Voilà, tu payes ta prestation. Ça ne viendrait pas à l'idée de partir avec ton caddie Carrefour et dire: «Bah, non, je paye rien», tu vois? Mais Ouais. ça, ouais, ça, c'était dans la culture et du coup, quand j'ai constaté ça, qui était quand même un frein au développement, parce que tu te dis: «Ouais, mais si je recrute plus d'équipes et puis que je me fais planter sur un projet et cetera, je peux avoir ma boîte en péril avec deux trois projets impayés». Tu es déjà sous l'eau, tu vois? Et donc Ouais. on a voulu diversifier, nos sources de revenus sur l'entreprise et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du e-commerce. C'est quelque chose qui me passionnait. J'adorais ça, je trouvais ça génial et en plus, il y a quelques années, c'était pas ce qu'il y a maintenant. Aujourd'hui, tu set up un e-commerce en 3 Ouais, semaines, en 2 mais secondes, ouais. avant, il Ouais. fallait quand même pas mal de compétences. Le dropshipping, comme on le connaît, n'existait pas. Donc, si tu sourçais des produits, il y avait pas de souci, mais tu achetais quand même un volume, conséquent à ton fournisseur pour tester les produits et cetera. Mais on a eu de la chance de lancer un 1er e-commerce sur un marché de niche. Moi, j'avais parlé avec des clients à moi qui étaient des gros e-commerçants pour qui on Ok. avait fait du développement justement, qui m'avaient dit: «Écoute, le e-commerce, c'est compliqué, mais une bonne approche du e-commerce, c'est de prendre un marché de niche qui est bien, qui a un volume d'affaires qui est intéressant, mais comme c'est une niche, bah, tu as pas 50 000 personnes qui ont envie de se positionner dessus». Et on avait cherché comme ça et au détour d'un voyage, j'avais la mère d'un de mes anciens associés qui m'avait parlé d'un produit qui s'appelait le bola de grossesse. Aujourd'hui, c'est assez connu. Le Il y a quoi? J'ai pas le bola entendu. le bola de grossesse, c'est un bijou pour les femmes enceintes. D'accord, ok. Et franchement, quand on a amené ça en France, personne ne connaissait. Ok. On a un peu évangélisé le marché, français et aujourd'hui, je vois tout le monde a ça. Ma femme et moi, on a eu un bébé il y a 4 mois maintenant. Je lui en avais offert un, mais toutes ses amies, qui ont eu des bébés ces dernières années ont eu ce cadeau et D'accord. aujourd'hui, c'est un truc qui s'est bien démocratisé, mais à l'époque, ça n'existait pas et c'était une belle niche parce que finalement, bah, le nombre de femmes enceintes en France, est quand même conséquent. Il y avait toute une histoire autour de cet objet, puisque dans la culture indonésienne, c'est un objet qui accompagne la maman, qui protège le bébé, il y a un petit son, en fait, il y a un petit xylophone dans le bijou qui est entendu par le bébé intra-utéro et du coup, il reconnaît ce bruit-là quand il est né, ça le rassure, et cetera. Donc, c'était Sympa. vraiment un produit brand love, tu vois. C'est Ok. un produit où quand tu captes l'attention des proches ou des parents ou des futurs parents sur un produit comme ça marchait bien. C'était des produits en argent. Et en plus, on travaillait avec des fournisseurs, donc des artisans indonésiens. Donc Ok. franchement, on était dans un écosystème où c'est cool pour l'artisan indonésien. C'était des produits de qualité. Et puis, le Hmm. produit final marchait super bien en France. Et c'est un truc, voilà, c'est un truc qui nous a permis de nous diversifier, qui a bien marché. Pour finir. Alors, juste là, je voudrais rebondir. Donc Ouais, là, tu fais ton année d'enseignement, ensuite tu montres une nouvelle agence. C'est je ça. monte une nouvelle agence, ouais. Et pour te Une nouvelle agence. diversifier, tu fais du e-commerce. Et à côté, c'est ça, à côté, je crée une filiale qui fait du e-commerce.
On va en faire plusieurs des e-commerce, mais il y en a pas tant que ça qui vont marcher vraiment bien, mais il y en a Ouais, 2-3 qui vont marcher bien, ok. dont, voilà, Dans celui-là, quoi. Ouais. dont Et celui-là. c'est quoi Et le. Ouais, vas-y, je t'en prie. en fait, c'est juste qu'après ça, moi, je découvrais d'autres écosystèmes de l'entrepreneuriat. Tu vois, parce que Ok. quand je parlais avec des clients, je disais: «Ah bon, mais vous faites ce business-là» et c'est si tu veux, dans le monde de l'agence, tu fais du développement pour un tas de clients, donc tu fais toujours le même métier, mais pour un tas de clients qui ont des métiers complètement, différents du tien Ouais. et tu es obligé de comprendre pour faire l'outil dont ils ont besoin. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de sociétés qui avaient des business models de dingue, de dingue. Plus tard, je découvre une boîte qui faisait 4 fois et demi notre chiffre d'affaires et qui travaillait exclusivement avec Amazon FBA et l'affiliation. Et c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et en fait, nous, ce qu'on leur avait développé, c'était un outil de gestion du flux de stock parce qu'ils avaient du mal avec tous les fournisseurs à alimenter correctement Amazon, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est intégré dans Amazon, mais à l'époque, il n'y avait pas. Toi, Et tu leur as fait un outil un peu customisé, quoi. ouais, je leur ai fait un outil customisé qui leur permettait d'avoir un rapport précis de leur stock Amazon et leurs fournisseurs et de passer des commandes en prévisionnel, en fait. Parce Ok, qu'en fait, d'accord. le pire truc à l'époque sur Amazon, c'est que ton produit cartonne et tu as plus de stock chez eux. Ouais, ouais. Et ton produit, tu le vends plus, tu Ouais, vois. t'es Du mort, coup, quoi. qu'est-ce Ouais. qu'Amazon fait? Hop, il push le produit d'un autre gars qui est en stock. D'accord. Et tu perdais tout ton ranking et toutes tes ventes et toute Ouais, ta ouais. traction. Et comme tu étais complètement dépendant de qui était mis en avant par Amazon, voilà, soit Ouais, Amazon te c'est. mettait en avant, tu avais un business en millions, soit Amazon te mettait en bas de la page, c'est comme Google et personne ne te Bien voyait. sûr. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quoi le rapport, en fait, entre. C'est quoi le rapport en fait entre l'agence web et les business, notamment e-commerce? Parce qu'il n'y a pas vraiment. Alors oui, tu crées des sites web, alors tu peux le faire facilement. Mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de synergie, tu vois, entre les deux activités. Alors, d'un côté, il n'y avait pas de synergie, mais si tu veux, moi, l'agence, c'est un peu un métier que j'ai fait par défaut parce que j'avais l'impression que c'était la continuité de mon métier. Ok. C'est un métier qui en 10 ans, c'est un métier qui m'a fait gagner beaucoup ma vie. Je ne remettrai pas ça en question. Mais moi, c'est un métier qui m'a jamais passionné. Tout le process Ouais. commercial qui découle d'une agence a énormément de friction. Tu vois, c'est difficile de se faire comprendre avec les clients, c'est difficile de faire un cahier des charges, c'est difficile de délivrer l'attente du client. Je pense que c'est un des métiers les plus ingrats au monde, la prestation de service, parce que en fait, tu es dans ces métiers où les gens sont jamais contents de ce que tu as fait, mais ils reviennent. Parce qu'en final, D'accord. ils se rendent compte, ils sont pas contents, mais tu vois, il y a la réalité derrière, quoi. D'accord, ok. Ils sont pas contents, mais bon, en fait, tu as fait ce qu'ils t'ont demandé, mais ils l'ont mal exprimé. Enfin, voilà, tu vois. Ouais. Ouais, C'est un métier, c'est c'est pas un métier- exactement comme il l'imaginait, quoi. ouais, c'est un métier Ouais. qui est ingrat. Je sais que tu as ces success bites là où tu as l'impression que tous les produits qui sortent de chez eux, les gens sont super contents, ça s'est super bien passé. La réalité du terrain, c'est pas ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'embêtait, en fait. Et j'avais envie d'avoir une partie de mon activité où c'est du kiff. Et le e-commerce, c'était beaucoup plus du kiff. Je kiffais de trouver des produits, les sourcer, les tester, les vendre, gérer des campagnes, qui en plus est un métier qui s'est ajouté à notre métier d'agence, parce qu'après les gens disaient, bah, je veux plus juste un site, je veux un Ah, site il veut et la pub qui va du client en derrière. main, quoi. Ouais. Exactement. Et en fait, tout ça, ça a créé d'autres sociétés, mais plus par rebond d'opportunités, parce que le marché évolue et donc tu essaies de t'adapter. Au début, tu travailles avec des partenaires, tu vois Mhm. ils font pas toujours ce qu'il faut et puis t'as pas la main sur le cycle de travail du partenaire, donc tu te dis bon ok je vais internaliser, puis moi après j'ai fait aussi le choix de dire ça on le fera, ça on le fera pas, parce que sinon à la fin tu te retrouves un peu à tout faire aussi au sein de ta boîte, Ouais. plus vraiment concentré sur rien, et puis tu tombes aussi sur plein de clients qui vont dire ah mais vous faites tout, donc à mon avis c'est pas terrible. Ouais. T'as pas de positionnement spécifique. Et Donc du coup, tu moi j'ai ressors pas du fait lot, un quoi. parti un peu déguisé, c'est que j'ai l'agence de développement qui est souvent un point d'entrée vers le reste. Et derrière, on a une société qui faisait du branding, on avait une société qui faisait du community management quand c'était la mode, tu vois, et on a fait plutôt des filiales comme ça qui répondaient à ce besoin spécifique, Ouais. qui souvent avaient des toutes petites équipes, mais hyper au top, hyper sur la dernière méthode, la dernière technique, la dernière machin, et ça marchait plutôt bien. Et finalement, ça faisait un revenu complémentaire pour l'ensemble des boîtes, tu vois, parce que ça faisait circuler les clients et puis Mhm. garder le client chez nous le plus longtemps possible. Et puis, ça nous a permis d'avoir pas mal de clients qui nous recommandaient en se disant, bah, franchement, on est passé par eux, ils avaient des partenaires, c'est bien passé. Parce que c'était pas affiché que la société, c'était la Bien même sûr. Ouais. principe, tu vois, c'était des partenaires. Et ça marchait bien. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait du e-commerce et que je suis arrivé aujourd'hui sur ce que je fais maintenant. C'est que, en fait, en évoluant dans mon business, je me suis rendu compte que le e-commerce, c'est devenu la jungle. C'est devenu, franchement, il y a une époque où tu lançais un e-commerce, tu pouvais très bien gagner ta vie pendant des années Ouais. sur un marché, sur des produits qualitatifs, sur une marque, sur plein de choses.
Et, et puis un jour, il y a eu AliExpress. Voilà. C'est devenu difficile de faire du business. C'est devenu difficile de vendre des produits de qualité face à des mecs qui vendaient quand même, il faut être honnête, des produits de merde euh, à des prix qui, pour un produit de merde, sont Bien exorbitants. sûr. Mais en fait, par rapport à ce que tu vends toi, les gens se disent, mais ce produit est 10 fois moins cher. Mhm. Et puis derrière, tu as l'expérience client qui a été complètement break par tout ça. Et tu sais, c'est comme tous les marchés qui s'uberisent. Sur le moment, ça crée plein d'opportunités. Il y a toujours un moment où il y a de la dérive. Et puis tu as le moment où on est en train d'entrer dedans, où ça se légifère, où ça se calme. Et où Ouais, finalement, seuls les vrais e-commerçants vont rester. ouais, Parce ouais. que Il y a un le tri mec qui est pas naturel, quoi. validé, c'est ça, le mec qui n'est pas validé par Google, qui n'est pas validé par Facebook, qui n'est pas validé par la DGCRF française, ils vont dégager ces gens-là. Et Ouais. là, ça commence à tomber. Et donc, je me suis dit, punaise, c'est dommage parce que c'était un métier qui me plaisait bien, mais il y a tellement de contraintes qui se sont ajoutées que ça me plaît beaucoup moins de faire du e-commerce. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu lances du e-commerce, faut être une multinationale, quoi. C'est un vrai métier, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout sur la partie sur laquelle les gens n'ont plus aucune patience par rapport à il y a quelques années, c'est la logistique. Quand je faisais ma première boutique de Bola, les gens recevaient ça sous 7 à 10 jours, hein, honnêtement. Mhm. Et on avait les stocks en France, hein, mais c'était le temps que le courrier arrive, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et ouais. c'était OK, c'était OK. Et de temps en temps, tu en avais un qui était cassé, mais c'était très rare. Et puis on le remplaçait ou on remboursait, il n'y avait pas de problème. Ouais, ça tourne Aujourd'hui, bien. Mm. aujourd'hui, les gens achètent, il faut que ce soit reçu demain et en bon Sans état. problème, quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est hyper compliqué parce que même si toi, tu as mis la qualité de ton produit, ta logistique en France ou chez FBA ou chez je sais pas qui, quelqu'un qui Ouais. peut patcher ça rapidement, franchement, les boîtes de logistique qui existent aujourd'hui, hein, c'est des services de merde. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. C'est vraiment nul et c'est ça qui casse le plus la chaîne de valeur aujourd'hui. Sauf que quand un colis arrive cassé, le client il t'appelle toi et te dit c'est de la merde. Ok, ouais, ouais. Moi, j'ai jamais quelqu'un qui laisse une note mauvaise sur un e-commerce que je vois dire Chronopost, c'est des cons. Ils disent toujours, ouais, machin truc, on a reçu le colis, il était pété ou j'ai Ouais, pas. c'est vrai. C'est vrai que tu as tendance à. Bah, tu penses au distributeur, en fait, hein. C'est C'est vrai ça, que tu penses pas forcément au c'est ça. livreur, quoi. Et le pire, c'est que dans la politique de Chronopost, DHL, machin, quand le Mm. client, parce qu'il y a des clients, ils se disent, bah, je vais appeler DHL, ils m'ont cassé le colis, tu vois. Et le Ouais, gars te dit, non, il faut voir avec le distributeur. ouais, ouais, Et en fait, donc, ils ont déjà habitué le client à décharger le ouais. problème chez toi. C'est vrai Or, qu'il y a un toi, bah, biais là-dessus, hein. Il y a un qu'est-ce que gros, tu gros peux biais, faire? quoi. Tu peux Ouais, que renvoyer un colis parce qu'après, tu dois voir avec le SAV de ces gens-là, ouais, c'est le tu te bordel. fais rembourser et tu te fais jamais Ouais, rembourser. ouais, C'est de la perte nette. Tu vois, allez, tu prends 8% de ton CA et tu sais que c'est de la perte, perte et profit, c'est du colis volé, c'est du ouais. colis Mhm. disparu, c'est du colis cassé, on ne sait pas, c'est du colis qui arrive jamais. Ouais, ouais, Les mecs n'ont jamais d'explication, ils disent qu'ils lancent des enquêtes internes, ça me fait c'est marrer. faux, quoi. Ouais. Bah, s'ils ouvrent un ticket, quoi, puis voilà, il n'y a pas d'enquête interne. On sait très bien, ils savent très bien qui fait quoi. Les colis sont notifiés avec des noms, ils savent. Mais il n'y Bien a jamais sûr. un qui passe. Et donc, D'accord. je me suis dit, bon, bah, ça commence à être un frein. Ça devenait très compliqué à gérer. Parce que finalement, quand tu as un petit e-commerce, au début, ça va, tu gères tout ça tout seul. Puis quand tu commences à avoir un vrai e-commerce, un truc qui vaut le coup, tu commences à avoir plein de personnes dans ta supply chain, que ce soit du côté de ton fournisseur, du côté de la livraison de ton client. Entre les deux, il y a le SAV, il y a le Mhm. marketing, il y a tout ce que tu veux. Et en fait, ça devient dur de gagner ta vie. Et en plus, les marges du e-commerce, contrairement à l'idée reçue, les marges du e-commerce sont toutes petites. Les gens, ils ont l'impression que tu vends du e-commerce, tu sais, tu te fais. Le mec, il présente leur chiffre d'affaires en millions, là, tu sais, les dropshippers. Hmm. Mais oui, mais tu as fait 50 000 balles de bénéfice. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est que dalle, hein. C'est Voilà. moins de 10% dans tous les cas, hein. En moyenne, en moyenne. Et encore, tu as un produit qui marche bien, tu as Mhm. pas mal de petits trucs en chemin, tu vois. Et donc, moi, je me suis dit, bon, c'est beaucoup de travail et c'est devenu compliqué. Et donc, je me suis petit à petit réorienté sur un autre métier qui me plaisait bien. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment démarré après avoir connu System.io. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est de voir Aurélien qui n'était pas de cette profession. Tu vois, lui était plutôt marketeur qui Ouais, utilisait ce genre d'outils à se retrouver finalement start-upper, développeur de logiciels SaaS. ouais. Tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même intéressant parce que moi, je me suis rendu compte que dans ma boîte, on en utilisait énormément des logiciels. Ok. Parfois, ils étaient hors de prix, parfois, ils n'étaient pas terribles. Mais en fait, par commodité, tu te sers de plein de trucs quand même. Et j'ai vu que le marché du logiciel, c'est un marché qui est énorme. C'est Mhm. vraiment un marché énorme. Et franchement, à moins que ton produit soit nul, 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 euh, T'en vends, quoi. il y a vraiment moyen de te faire de l'argent, Ouais. déjà d'une part.
et les marges, c'est à l'inverse proportionnel Ah oui. du e-commerce. C'est-à-dire que les marges dans un logiciel, tu es plutôt à 80-90 Mhm. de marge. Mhm. Après, tout dépend ce que tu as comme budget dans ton marketing et quelle est la taille de ton équipe de développement. Ouais, ça dépend de tes coûts fixes et tout, mais c'est vrai que. Mais en fait, exponentiellement, quand ton revenu monte, tes Ouais. coûts bougent à peine, tu vois. Franchement, tes coûts bougent à peine. Et moi, je me suis dit, mais c'est génial. On a toute l'équipe qui est là. Enfin, nous, ça faisait longtemps qu'on faisait de la tech. On avait quand même développé pas mal de trucs pour des clients. Et j'ai pris le parti d'arrêter les activités qui nous fatiguaient, mais qui ne rapportaient pas beaucoup d'argent. Il y a C'est- certains e-commerce, on les a juste vendus pour faire du cash. Au bout de Et combien de temps ça? Au bout de combien de temps a duré cette période un peu ouais, agence ça a plus duré e-commerce? 3 ans à peu près. 3 Ok, ans. d'accord. Et après ça, on s'est réorienté sur. On a toujours l'agence parce que ça reste un canal qui nous permet de rester à jour technologiquement grâce aux demandes des clients, finalement, tu vois, qui me permettent finalement d'avoir une équipe technique qui est vraiment, vraiment bien. Ouais. Sauf que maintenant, j'ai 2 équipes finalement. J'ai l'équipe qui s'occupe plutôt de l'agence et j'ai l'équipe qui s'occupe de nos logiciels qu'on développe nous. Mais comment tu recrutes tous ces gens? C'est quoi ta méthode pour recruter les bonnes personnes? Écoute, je vais te dire la même chose que ce que tout le monde te dira quand tu développes une société et que tu recrutes des gens. La première phase de recrutement, tu l'as fait dans les gens que tu connais autour de toi. Moi, j'ai Mhm. recruté énormément d'anciens élèves à moi Ok. qui un jour m'ont recommandé des potes à eux. Hmm. Et puis aujourd'hui, il y a l'équipe qu'il y a maintenant. Tu vois, ça m'est arrivé de mettre des posts ouverts sur Welcome to Jungle ou des trucs comme ça, mais je vais être C'est honnête, rare, quoi. c'est un marché où même le job, c'est la jungle. C'est-à-dire que tu postes un job, en face, tu as un mec, genre c'est Payfit, ils viennent de lever 200 millions, ils proposent des jobs à 90 000 euros par an. Ouais. Alors, si tu veux, tu es là, tu dis, écoute, si tu as un poteau, tu me recommandes, on lui fait un truc sympa, mais moi, si tu veux, j'ai personne qui touche 90 000 balles par an en étant développeur chez moi. Ouais. Ouais. Enfin, faut quand même être au fond des réalités. Et je trouve que ça, c'est aussi des trucs qui font du mal à l'industrie. Parce que tu as des mecs qui vont arriver, premier job, ils sont chez Payfit. En fait, ils ont pas le niveau pour, mais ça va se lisser avec le nombre de gars qu'ils ont, tu vois. Hmm. Et après, ils pensent que le standard pour gagner leur vie, c'est 90 000 euros. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu peux pas proposer d'opportunités de travail à ces gens-là, parce qu'en fait, ils Ouais. ne sont jamais avec toi. Après, ils sont marginaux, ces gens-là, non? Ils n'ont pas. Comment? Parce que c'est que Alors la après, marge, en fait. Parce que marché, là, les je boîtes parle comme du marché Payfit, français, hein. ouais, Du les marché boîtes comme français. Payfit, c'est des boîtes qui ont levé des fonds, qui fonctionnent très bien. Il n'y en a pas des millions non plus, tu vois. Et puis les mecs qui bossent là-bas, en Non, général, je pense, hein, qui alors, restent là-bas, tu en fait, vois. proportionnellement aux gens compétents, Ouais. qui sont les gens qui s'intéressent, ils sont beaucoup. Ok, Si ok. tu prends la masse de développeurs qu'il y a en France, ils sont pas assez. Ouais, Mais il y a des développeurs, il y a des développeurs que tu veux pas non plus. bien sûr. Pour plein de raisons. Ils sont pas très bons. Ils se sont improvisés développeurs en lisant un tuto sur le net. Moi, je te parle de gens qui sont développeurs, qu'ils soient diplômés ou pas. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans mon, euh, dans mon choix de recrutement. Parce que franchement, j'ai beaucoup de méga dans mon équipe qui sont des autodidactes, qui sont des dingues. Ouais. Ouais, toi, tu veux des gens avec un certain niveau de compétence, Voilà. et Le truc, toi, c'est tu que quand parles tu de as un ça, certain quoi. niveau de compétence, et c'est bien logique, tu as un certain niveau de prétention derrière. Et Hmm. si tu as bossé un jour dans des boîtes comme ça, c'est fini. Et si tu veux ces Hmm. mecs mettre ces prix-là, c'est finalement juste pour être sûr que les autres les auront pas. C'est pas de savoir est-ce que ça valait vraiment le coup de lui donner 90 000 euros par an. C'est qu'ils se disent c'est un ingé chez moi, il sera pas chez le concurrent Bien ou sûr. chez le mec qui va essayer de monter une boîte face à moi, etc. etc. Ouais. Et en fait, moi, je suis en région parisienne sur Paris et on vit l'effet que j'appelle l'effet San Francisco. Moi, j'avais été à San Francisco. À San Francisco, bah, tu as toutes les boîtes, là, les Facebook et compagnie sont au même endroit. Et puis, tu as aussi la petite startup qui essaye de monter son Snapchat Bliss qui est là et qui ne peut pas se trouver un dev parce Ils que sont tous Google pris, ouais. propose des salaires à Ouais. 300 000 balles par Ouais, an. ouais, ouais. Tu vois, et qui recrutent des mecs dont ils n'ont pas besoin juste pour être sûr que ce gars-là ne va pas bosser chez Apple ou chez. Tu vois, Bien sûr. je veux dire, des boîtes comme Google ou Facebook, ils en sont là. Ils recrutent des gens juste pour pas Ouais, qu'ils aillent. ouais, c'est On sait sûr. jamais des fois que les gars aient une bonne idée. Ils n'ont pas envie qu'ils soient chez le concurrent. Ouais. Et du coup, ça devient difficile de staffer une équipe compétente avec de la confiance qui va derrière, etc. Parce que c'est aussi un monde un peu de requins. Tu as des mecs qui se barrent de chez toi avec tout ton savoir d'entreprise et qui vont le vendre au plus offrant. Faut être. Hmm. Tu vois. Parce que quand tu fais du logiciel, tu as même les mecs en face qui débauchent tes gars. Ouais, non, mais c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, après, on est aussi dans un monde, j'en avais discuté avec Aurélien, où tu peux outsourcer un peu partout dans le monde. Ça dépend du niveau de confiance, du niveau technique que tu cherches et du relationnel et de la barrière de la langue. Ouais, Si tu es ouais. plutôt fluent en anglais, tu peux quand même trouver des équipes Wild avec des prix intéressants, des compétences intéressantes. Tout dépend de. Moi, j'ai travaillé avec
quasiment que des Français pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'ai une équipe internationale. Ouais, donc voilà, tu On vois. arrête de se prendre la tête. Et en Mm. plus, cette année et demie, il y a eu le Covid et ça m'a donné raison, comme à plein de gens qui ont fait cette Hmm. décision. Ça accélère un peu la tendance, quoi. C'est ça, moi j'étais déjà dans la trend de ah mais moi mes équipes ils sont worldwide, on fait du Skype, on se voit pas, télétravail. Donc on n'a pas été affecté directement nous par cette situation, tu vois. Après si le pays était très affecté, bah, il y a peut-être des gens dedans ils sont affectés, tu vois. Oui, mais c'est. Mais c'était pas dans le quotidien du travail, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que je rebondis là-dessus. Et, euh, et la boîte d'Aurélien, là, aujourd'hui, on est le 14 mai 2021. Il y a 60 personnes et c'est dans le monde entier, quoi. Il n'y a pas Ouais, de mais bureau, tu vois. Et ça marche très bien, hein. Ça marche très moi bien. je me souviens d'Aurélien il y a 4, bientôt 5 ans, ils étaient 5, hein, je crois, 5 peut-être. Ouais, Tu vois, 5 avec un mec au support, tu vois. ouais. Donc, tu vois, c'est quand même la preuve que là, aujourd'hui, tu peux piloter une équipe dans le monde entier. Sans Ça bureau, sans rien, hein. C'est très bien possible. fonctionner. Mm. C'est une question de culture d'entreprise. Ça, c'est dur à mettre en place. C'est dur à mettre en place parce que quand tu travailles avec des gens dans le monde entier, tu as aussi la barrière sociale de ces gens dans leur pays. Tu as des trucs qui sont normaux en France, qui sont pas normaux Ouais, en Côte ouais. d'Ivoire ou en Mhm. Ukraine ou en Russie, que sais-je. Ce qui a été difficile quand tu fais une équipe internationale, moi, je trouve que c'est un bon choix parce qu'aujourd'hui, tu as des entreprises comme les autres qui peuvent bosser à l'étranger. Mm. Maintenant, il faut se faire à la barrière culturelle. Parfois, il y a la barrière de la langue. Moi, dans le développement, ça n'a jamais trop posé de problème parce que tout le monde développe en anglais. Dieu Mm. merci. En plus, ouais. Ça, c'est quand même une chance. Mais tu as d'autres barrières qui peuvent causer ça. Et en fait, moi, aujourd'hui, je me rends compte aussi, c'est très difficile de créer tout un écosystème avec que des employés en France. Tu vois, une boîte comme les nôtres, c'est très compliqué d'être compétitif si 100% de tes employés sont en France, etc. Moi, Bah, c'est si tu ça. t'appelles pas AXA Group et que tu fais pas des milliards d'EBITDA, tu peux pas avoir 1500 salariés en France. Mm. C'est pas Non, mais possible. c'est sûr, hein. T'as un vrai coup d'opportunité à employer tout le monde en France. Et notamment dans Il y a la des, tech qui est un peu il y a des déflationniste. choix Donc, qui sont faits ouais. en France. Il y a des Mm. choix qui sont faits en France. Mon CTO est en France parce que je veux qu'il ait un niveau technique de dingue, je veux qu'il ait un niveau managérial de dingue aussi. Ouais. Et pour l'instant, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément réussi à trouver à l'étranger et que je n'ai pas forcément non plus envie de trouver à l'étranger. Mm. Mais pour plein d'autres postes, aujourd'hui, travailler dans le monde entier, c'est cool et ça crée aussi de la diversité dans l'entreprise. Il y a plein de superbes idées qu'on a eues, de logiciels notamment, qu'on n'aurait jamais eu si on ne travaillait pas avec des gens qui sont à l'étranger. Non, mais c'est sûr. Parce qu'on a un certain niveau de problèmes en Europe, Mm, mais mm, il y a plein d'autres problèmes au niveau du monde, tu vois. Et ça, mm. c'est cool. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, on va, c'est déjà, tu vois, dans notre trend, on va petit à petit, on va arrêter l'agence parce Ouais. qu'on n'a plus besoin de ce métier et qu'on veut se concentrer sur le fait qu'on est un éditeur de logiciels et qu'on développe déjà pas mal de soft qui marchent bien. Et que T'as- Vous avez combien de logiciels là actuellement? on en a une quinzaine. En D'accord. fait, c'est une suite de logiciels. On s'est plutôt positionné comme un Microsoft a créé la suite Office, etc. Ouais, ouais. On a une suite de logiciels qui est plutôt faite pour setup une jeune entreprise qui a besoin de se lancer et qui a besoin de pas mal de petits softs, mais comme à l'instar de System.io, aujourd'hui, quand tu prenais un ClickFunnels, il fallait un autorépondeur, Mm, mm. un gestionnaire de contact, un machin. Enfin, il y a des milliards de trucs qu'il fallait en plus, alors que déjà le logiciel n'était pas donné. Eh bien, on a créé une suite de logiciels où, pour les mêmes raisons, tu te dis aujourd'hui, quand tu démarres, il te faut plein de petits softs, mais en fait, si tu les prends sur le marché, ça coûte Tu vas déjà te très faire cher. fumer, quoi. Ouais. Ouais, ça coûte déjà très cher. Et comme la plupart de ces logiciels sont pensés d'une manière marketingement qui est très intelligente, qui te rend dépendant, et une fois que tu es rentré dans un de ces logiciels, tu es bloqué par rapport à ton développement, tu vois. Mhm. Et des fois, changer de setup, ça coûte une blinde aussi. Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, bah, finalement, on abandonne ça pour passer sur ça, mais ça demande du temps de formation des Ouais, équipes. bien sûr. Ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ouais, ça demande une migration, ça demande. Bon, bref, c'est compliqué. Et donc, on essaye de parer à ça parce que notamment le marché qu'on essaye de développer, en tout cas, parce que j'ai beaucoup de collaborateurs aussi là-bas, c'est notamment le marché africain. Alors, le marché anglo-saxon africain est plutôt pas mal avancé dans la tech, on s'en rend pas toujours compte, Ok. mais le marché francophone africain a énormément de retard technique, tu vois. Et pourtant, il y a des super belles opportunités d'affaires là-bas. Et c'est quelque chose où nous, on essaye de répondre intelligemment, tu vois, pour proposer ça. Ok. Et vous faites quoi exactement comme Là, c'est quoi on la a proposition de valeur de vos outils? ouais, la proposition de valeur de nos outils, c'est qu'en fait, avec un seul compte, tu vas te retrouver avec un petit logiciel de facturation qui est simple mais efficace. Tu as un petit Ok. CRM, tu as un logiciel de gestion cloud entreprise, tu as pas mal de petits outils comme ça
Tu vas avoir aussi un logiciel d'email marketing. Tu vas avoir un logiciel pour setup un petit site web, mais pas très compliqué. Tu vois, c'est-à-dire D'accord. sans la barrière technique qu'il peut y avoir même à déployer un WordPress. Tu vois, aujourd'hui, en Europe, faire un WordPress, ça a l'air d'être casu. Mais en fait, c'est compliqué, un WordPress. Tu installes 2 trucs pas comme il faut, ton site, Non, il mais marche. c'est la galère WordPress, hein. Enfin, Ouais, c'est voilà. parce que c'est puissant Et aussi, mais c'est vrai que c'est pas d'ailleurs, simple. nous, un des setup sites, voilà, soit on propose notre outil, mais qui est très light. C'est vraiment, tu fais une landing page ou une page de capture. Et dès que ça va plus loin, en fait, on propose System.io D'accord? avec tout un setup qu'on a préparé, avec plein de templates, ce qui Ok. fait que le client, il arrive, il clique, il connecte et ça marche. Et comme moi, j'ai fait des intégrations avec System.io, parce que j'en ai pas mal parlé avec Aurélien, j'ai fait des intégrations. Donc, même si le gars utilise System.io, toute la data, il peut la retrouver dans nos logiciels, il n'y a pas Ouais, de donc problème. tout roule, quoi. Voilà, et ça crée un écosystème de fou. Par exemple, nous, on a arrêté de créer des pages de processeur paiement parce que j'utilise tout le temps System.io. Ouais, oui, ça marche, hein. C'est sûr. Et tu te rends pas compte de l'économie de développement que ça représente. Ce truc de la J'imagine. page de paiement, en fait, les gens se rendent pas compte. Gérer Ok. un paiement, tout ça, ça prend du temps, c'est du développement et c'est des choses sur lesquelles on a aussi des partenaires. Pour moi, System.io, c'est un outil partenaire qu'on utilise tout le temps et qu'on propose à plein d'occasions, tu vois. Ouais, nickel. Et comment ils s'appellent les logiciels? Comment on peut les trouver? Parce que c'est Euh, la cible, c'est plutôt les PME, non? C'est quoi la cible exactement déjà? C'est les petites entreprises. Ok, les plutôt. Même les PME françaises, en fait, ils se seront déjà set-up sur des logiciels plus connus, tu vois. D'accord. Mais ça s'appelle From Easy to Simple. En fait, aujourd'hui, c'est pas disponible en France. C'est D'accord. disponible sur le marché africain, justement. Mais ça va arriver en France parce que finalement, on s'est rendu compte qu'avec la crise, il y a plein de gens qui font des réassorts de logiciels. Je prends mon exemple. On était chez Slack, comme plein de gens, Ok. et maintenant, on est chez Discord. Pour D'accord. les Pour raisons qu'on bosser. connaît, c'est moins cher. Ça Pour. fait la même chose. Ok. Ouais, donc tu utilises ça pour ta boîte, Discord. Ouais, absolument. Ok. Ouais, Et ouais. ça marche bien? C'est nickel? Franchement, ça marche super bien. Disons que j'ai pas vu de perte de fonctionnalité entre Discord et Slack. Ce qui prouve bien que Slack propose aussi plein de trucs dont on ne se servait pas, mais qui me coûtaient 7 € par utilisateur par mois, tu vois? Ouais. Ouais. Non, mais je vois bien. Voilà. Bah, c'est intéressant. Et c'est quoi ta stratégie pour arriver à monter plusieurs logiciels qui marchent et qui répondent aux besoins des clients? Parce que déjà, un logiciel, c'est compliqué. Tu demanderas à Aurélien, il va te dire, hein, c'est pas évident. Parce qu'après, Et si comment tu tu as fait veux, pour en développer 15? hem ouais, en fait, si tu veux, aujourd'hui, si on prend le logiciel de Aurélien, c'est aussi 15 logiciels. C'est juste qu'il Oui, a packagé dans oui, un logiciel. Mais pour des raisons stratégiques de terrain, je les ai séparés, les briques. Mais en d'accord. réalité, si on réfléchit de loin, c'est un seul C'est logiciel 15 puisque petits, quoi. les features sont connectées, la data d'un logiciel est dans l'autre, tu vois. Mais parfois, un mec qui démarre, il veut juste un petit logiciel de facturation, il veut pas se retrouver avec un ERP, tu Je vois. comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pour autant, nous, on a une vision où on veut l'accompagner dans le temps et un jour, il voudra le CRM et un jour, il voudra le sales management et en bien fait, il sûr. évoluera vers ces petites briques qui étaient indépendantes, mais qui se brancheront super bien avec ce qu'il a déjà Ouais, et tu qui crées un permettront écosystème, en pas fait. des coûts exponentiels. Mm. Parce que moi, mon choix, par exemple, sur nos tarifications, pour donner une idée, et c'est un Mhm. choix qu'a fait Aurélien et qui est très bon, c'est que, OK, tu as plusieurs plans tarifaires, mais déjà, tu en as pas 50. Tu as 3 ou 4 trucs, c'est clair. Mhm. Nous, on a 3 trucs. On a un plan. Souvent, la plupart de nos logiciels, il y en a certains qui sont gratuits. Parce qu'on sait que les gens, ils ont besoin de ce mode-là. Et d'ailleurs, Aurélien vient de sortir System.io Bien gratuit. Tu ne te rends sûr. pas compte de l'opportunité que ça crée pour nous de faire connaître le logiciel et ses fonctionnalités pour la suite. Tu vois. Donc Ok. ça, c'est génial. Et sinon, on a certains logiciels qu'on ne peut pas se permettre de faire gratuitement pour plein de raisons, parce qu'il y a quand même des logiciels qui ont des coûts derrière, qui ont une période d'essai. Mhm. Ça, c'est l'entrée qu'on a. Et ensuite, il y a 2 tarifications. Soit tu prends le pack des logiciels, qui a un tarif unique de 99 € par mois. Mhm. Toi, tu prends la brique qu'il te faut et des fois, tu as des briques qui coûtent 5 balles par mois. Ouais. Parce que objectivement, quand je vois les prix d'un HubSpot ou certains de nos concurrents sur certaines briques, je dis: «Mais quand je vois les prix, je me dis qu'ils se gavent». Après, le problème, c'est qu'ils ont aussi une taille maintenant qui fait qu'ils ont des coûts qu'on n'a pas, Ah bah ça, c'est sûr. Surtout tu vois? HubSpot, hein. Mm. Mais ouais, mais c'est quand même très cher. Oui, oui, ok. Mais Toi, après, il tu y a me aussi le fait dis que toi, payer tu 30 t'adresses balles à un par marché. utilisateur par mois, c'est très, très cher. T'as dit quoi? Combien? En moyenne, HubSpot complet, c'est 30 balles par utilisateur par mois minimum, Ok, ouais, ouais, selon les options, selon le devis que tu as eu, toi. ouais. Mais après, c'est pas le même marché non plus. Toi, tu es plutôt C'est en pas le même Afrique, marché. j'imagine qu'il y a moins de pouvoir d'achat, tu vois. Oui, il y a moins les gens peuvent pas se permettre de mettre autant d'argent que nous dans les Pour ça. logiciels. Maintenant, les entreprises qui se développent là-bas investissent là-dedans, mais Ok. il faut pas que ça devienne une contrainte.
En conséquence des marges qu'on a, on peut se permettre d'avoir une approche plus disruptive. OK, je vois ce que tu veux dire. Comment tu vends ton logiciel? Comment tu trouves les clients? Eh bien, écoute, c'est très simple, parce que bon, je j'ai pas fait d'interstice là-dedans, mais parce que quand il y a plusieurs années, j'ai eu une expérience dans le marketing de réseau. Ouais, J'avais développé cette activité avec des partenaires, avec une entreprise qui s'appelait ACN. d'accord. Bon, c'est pas quelque chose sur laquelle j'ai fait ma carrière, mais c'est quelque chose sur laquelle j'ai appris plein de choses dans la distribution. Et en fait, c'est très simple, les 7 pays dans lesquels on a ouvert en Afrique, on a ouvert par l'intermédiaire de partenaires. OK. En fait, comme des licences de franchise de distribution, et c'est eux qui distribuent le logiciel en local. Et ça nous a permis de régler 3 problèmes. Premier problème, incursion locale. Les gens aiment acheter en tout cas en Afrique, nous on n'est pas très chauvin. Enfin, peut-être il y a des coins de la France si, mais la France n'est pas très chauvine. OK. Les gens en France, ils n'ont pas de problème à acheter un truc américain plutôt Bien qu'un truc sûr. français, même quand on fait la même chose. Ouais. Mais en Afrique, ils préfèrent quand c'est un Africain qui propose le logiciel plutôt qu'un Américain, un Français ou je ne sais qui Bien d'ailleurs. sûr. OK. Et donc, ça nous a permis de proposer déjà ce premier problème, c'est que c'est distribué par des entreprises africaines. C'est estampillé de notre marque, mais c'est eux qui distribuent, c'est eux qui vendent. Et ils sont commissionnés pour ça. Et ça, je me suis beaucoup inspiré du modèle d'affiliation de C'est ce System que Point j'allais X. dire, c'est de l'affiliation finalement, plus ou moins, hein. C'est de l'affiliation, sauf Mmh. qu'ils ont une charte à respecter et ils doivent acheter une licence de distribution chez nous. OK. Donc, c'est vraiment des partenaires distributeurs. Donc, eux, c'est nos clients finalement. Les clients finaux, c'est leurs clients. Ils sont commissionnés Ouais. à hauteur de 50% du volume d'affaires qu'ils proposent, parce que nous, derrière, on gère les coûts, le SAV et compagnie. Mmh. Et le dernier point, c'est que du coup, ça a donné aussi une opportunité à plein de petites entreprises qui faisaient ces métiers un peu d'agence comme nous, mais localement, de Ouais. proposer des logiciels à leurs clients, chose qu'ils ne sont pas forcément en capacité économiquement de développer parce que ça coûte trop cher. OK, bah, c'est malin, c'est très Et malin. voilà. Et c'est comme ça qu'on se développe. Alors, on fait aussi un peu de publicité sur le marché parce que c'est beaucoup moins cher chez nous. Quand je vois Ouais. les ROAS qu'on a sur Facebook Afrique, c'est juste, j'ai l'impression d'être en 2010 en France. Le ROS, c'est le retour sur investissement d'une pub, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. En fait, tu vois, les C'est les super. chiffres qu'on pouvait avoir un petit peu, en 2010 en France quand on faisait, du drop ou même de la publicité en native et cetera sur Facebook, qui aujourd'hui, enfin franchement, à part si tu fais du retargeting, tu peux pas gagner d'argent sur Ouais. Facebook, hein. Et Mmh. bah, tu as ces chiffres-là, là-bas, tu vois? Donc, là-bas, tu mets 1 €, tu en gagnes 50, quoi. Ouais, c'est Franchement, c'est une opportunité, c'est une opportunité. Mais d'ailleurs, c'est une opportunité pour plein de gens qui proposent des services aujourd'hui en France, en Europe ou aux États-Unis, qui négligent ce marché, mais qui est un marché en millions, hein, de ouais. gens et donc en milliards de revenus, tu vois? Ouais, c'est sûr. Et voilà, mais le marketing digital, là, c'est quelque chose qu'on entame chez eux. On n'avait pas besoin de ça jusqu'ici, tu vois? OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est intéressant. On va passer sur la dernière partie de l'interview, Bien sûr. sauf si tu veux ajouter des éléments? Non, non, je pense que j'ai fait le tour de où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on Ouais. va on veut aller, tu vois? Et voilà, moi, j'ai pas grand chose à ajouter à part que faut aussi être, tu vois, quand tu es entrepreneur, faut Mmh. aussi suivre les trucs que tu aimes, même si tu étais habitué à faire un truc, tu as des acquis là-dessus, se dire: «Ouais, voilà, ça me plaît plus, ça me convient plus, ça fait plus ce que je veux», faut changer aussi, tu vois? Ça veut pas dire de tout envoyer bouler. Je vois des mecs des fois sur le net, ils disent: «Ouais, j'arrête tout, je fais autre chose». Ouais, enfin, peut-être fais une transition, tu vois? C'est Ouais. plus intelligent. Mais je pense que pour rester dans le temps, moi, ça fait 10 ans quand même. Et pour rester, motivé, trouver de nouvelles idées, se réinventer, faut quand même continuer à faire des trucs qu'on aime beaucoup derrière, sinon c'est très, très Là, dur de sinon bosser le tu matin. t'épuises, quoi. Exactement, Tu exactement. t'épuises. Ouais, une dernière question. Comment, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait lancer un logiciel aujourd'hui, s'il a pas forcément beaucoup de budget, tu vois? Et C'est un bah, peu la problématique. ouais, non, je comprends, mais aujourd'hui, il y a plein de solutions. Déjà, j'ai vu plein de gens lancer des logiciels assez sympas avec, des outils de ce qu'on appelle de no code. Ouais. Où tu codes pas. Hem Et aussi, quand, tu réponds à un besoin qui est intéressant, le logiciel fait partie de ces choses que tu peux amener en prévente. Comme tu vois, tu peux faire, le crowdfunding pour des objets physiques. En OK. mode, je présente le truc, les gens, crowdfundent le projet, puis si ça marche, je produis le produit. Et bah, je connais pas mal de logiciels qui se sont lancés avec des gens qui ont pris des préinscriptions avec des tarifications uniques qu'il y aura pas au lancement Mmh. évidemment et qui ont financé le logiciel. Mais sinon,
Les outils de no-code sont un outil incroyable. Il y a pas mal, j'ai pas les noms là, mais ça se Ouais, il y en trouve. a plein, plein. Il y en a Et beaucoup. tu as des trucs, tu peux Mm. faire des trucs. Moi, j'ai vu des mecs faire des logiciels de ouf avec Airtable. Là, je connaissais pas trop. Mais Ouais, ils c'est font des trucs, puissant, hein. ils font, C'est ouais, ils font très des très trucs puissant Airtable. Ouais. que moi, je pensais qu'on pouvait faire qu'avec un ingénieur qui faisait des bases de données, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, les barrières sont levées. Tu feras pas un système.io avec du no-code, faut pas rêver. Oui, oui, oui. Mais tu peux éprouver Tu peux l'idée, amorcer, quoi. chez tes premiers clients, voir que le besoin il est validé, et derrière, bah, engager une équipe de dev et faire ton produit, tu vois. C'est juste que dans cette guerre no-code, code, je crois pas qu'un logiciel pur no-code puisse atteindre le même niveau de fonctionnalité et d'aboutissement qu'un logiciel où à un moment, quand même, faut aller coder des trucs, tu vois. Mais Forcément. Le no-code, c'est plutôt la simplicité, mais moins puissant, tu vois. Parce que tout pour à l'heure, moi, on le parlait de no-code, WordPress. c'est WordPress, c'est l'outil qui pas très simple, permet mais de c'est produire puissant. des MVP. Ouais, ouais. Des vrais MVP. Parce que pareil, il y a des gens, ils comprennent pas. Un MVP, il y a le mot minimum valuable product. Ouais. Un MVP, c'est quelque chose que tu peux vendre. C'est pas un mauvais produit, c'est juste un premier produit. Et pour moi, Ouais, c'est pour valider le marché, quoi. voilà, les trucs de no-code, ça te permet de faire des vrais produits Mm. rapidement, pas de coût presque, hein, à part ton temps de bidouillage, quoi. Mhm. Et tu lances et tu fais ton affaire. Et à partir de là, si ça marche, tu scales avec une vraie équipe de dev et puis tu itères, tu fais une V2, une V3, une V14, qu'importe, tu vois. Ouais, tu affines. Exactement. Ok. Exactement. Ça fait combien de chiffre d'affaires à peu près par mois ou par an, Bah, ton nous business aujourd'hui, sur le logiciel? on est structuré autour d'un groupe. On fait 4,8 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ok. C'est un peu en croissance depuis le Covid, mais comme il y a beaucoup de choses qui étaient encore en cours de développement. Moi, je pense que l'année prochaine, on va vraiment monter en termes de chiffre d'affaires. Mais voilà, hein, après, chaque année, on essaye de se développer. J'essaye, Ouais, comme n'importe quelle entreprise, de rester en croissance. bien C'est pas sûr. facile parce qu'au début, tu pars de zéro. C'est facile de faire de Ouais. 0 à 1 million, hein. Enfin, c'est facile. Non, non, mais je vois ce que tu veux Travail, dire. mais voilà, 0 à 1 million, tu le fais un peu comme ça, avec l'élan de ton envie, tu vois. Alors Ouais. que passer les 10 millions, qui est vraiment le prochain point pour nous, on travaille sur comment atteindre ces chiffres-là, qu'est-ce qu'il faut proposer aux clients, combien de clients il faut avoir, est-ce qu'on peut délivrer autant de clients? Parce que des fois, on fait les chiffres quand même, on se dit, ouais, quand même, pour faire 10 millions, il faut X milliers de clients. Hmm. Est-ce qu'on peut délivrer tout ça? Et puis, on essaye de mettre les briques en place pour que ça se fasse, quoi. On essaye de Ouais. mettre les briques en place pour que ça se fasse. Moi, je pense qu'on a un bon potentiel de croissance parce que le marché est en croissance aussi. Mais voilà, c'est la prochaine étape. Et je me rends compte du gap entre la première fois où on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires Hmm. et là, on va peut-être arriver à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est pas facile. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, ça marche. Euh, Est-ce que tu aurais un livre à recommander? On n'a pas parlé encore de lecture ou autre, de ressources. Moi, je fais partie des gens qui ont lu beaucoup de livres dans D'accord? l'entrepreneuriat en tout cas, parce que j'ai trouvé que ça apprenait énormément de choses et qu'Internet a beau être ce qu'il est, beaucoup de ces informations sont encore dans des livres papier. Ouais. J'en recommanderais pas un, mais deux livres qui, pour ma part, m'ont vraiment marqué et me Je t'en redonnent un prie. coup de vue quand je suis un peu mou. Ok. C'est L'homme le plus riche de Babylone, qui D'accord. est incroyable sur la mentalité qu'il faut avoir justement pour réussir et parfois devenir riche, même si Ouais. ça ne va pas forcément être la finalité des gens. Mais je pense que ça fait partie du chemin de l'entrepreneur. Et l'autre, c'est Fastlane Millionnaire. C'est l'autoroute du millionnaire en Ouais. français. Il est en français maintenant, qui Ouais. est aussi un super bouquin, qui est vraiment un super bouquin. Et c'est des bouquins que moi, quand je suis un peu dans une impasse, tu vois, dans mes affaires, je les relis. Et ça me, Et ça ça me redonne débloque, quoi. toujours Ça un ou deux t'aide. conseils que je me dis, ah tiens, regarde, tu n'appliques plus ça. Ouais. Et ça m'aide vachement. Et après, il y a tellement de livres. Moi, je pense qu'un entrepreneur moyen qui lit pas entre 10 et 12 livres par an sur cette thématique, hein, sur son métier, Mhm. fait une énorme erreur parce que ça reste l'endroit où il y a le plus de choses à apprendre et à appliquer. Et il y a des livres qui ne se démodent pas, en fait, dont les informations ne sont pas périssables. Ouais, Parce je que suis d'accord. l'information sur l'état d'esprit, Mm. évidemment, si tu lis le énième livre sur la énième méthode, les méthodes, ça se périme. Si tu fais ton business d'ailleurs sur des méthodes, ça ne marchera jamais. Parce que dès que la méthode s'arrête, dès que la technique C'est intéressant, ça. n'est plus bonne, ça ne marche pas. Il faut avoir une stratégie sur une mentalité de développement de ton entreprise qui doit te permettre de t'adapter. Moi, je vois trop de mecs qui lancent des business quand ils suivent des formations, ils appliquent une méthode, mais quand la méthode se périme, ils ne savent plus Ouais. faire ce business. Donc, ils n'ont pas compris ce qui avait été appris dans cette méthode.
Et c'est Ouais, c'est intéressant. c'est C'est ce vrai que je qu'on préfère a. en tout cas Mmh, mmh, mmh. dans les entrepreneurs un peu de notre âge avec qui je parle. Je vois des mecs qui, voilà, la énième technique du drop marche plus, ils savent plus faire de drop. Je comprends pas. Alors qu'ils ont parfois des chiffres incroyables, des chiffres pires que moi, enfin pire, meilleurs que nous. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu des mecs faire des chiffres deux fois notre chiffre d'affaires et la méthode miracle marche plus et ils sont coincés. Je comprends pas. Je dis: «Mais avec les moyens que tu as, tu peux rebondir 15 fois». Mais Ouais. en fait, ils savent pas le faire et ça c'est ça qu'il faut travailler quand tu es entrepreneur. Donc la base, vraiment travailler les principes de base plutôt que les méthodes périssables. Bien sûr, des Mmh, choses que mmh, tu mmh. peux moi aujourd'hui, je vais reprendre une phrase que j'ai écouté, le premier podcast que tu as fait avec, Roman, qui est quelqu'un que j'adore. Ouais, Heu, Moi aujourd'hui, je sais faire de l'argent, je connais les concepts pour faire de l'argent, je serai plus jamais en danger de ma vie. bien sûr. Ouais, La c'est ce boîte qu'il où disait Roman, hein. peut se crasher en vol, c'est pas grave, je vais relancer un truc rapidos, il y a Mmh, pas de mmh, problème. mmh. Ouais, Roman, Heu, il disait, ça ça fait partie des cartes qu'un entrepreneur, il doit avoir dans sa poche. mmh, Je vois trop d'entrepreneurs qui sont, heu, en détresse de savoir si leur business s'arrête, qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas normal. Tu as ouais. ton cerveau et tu dois être capable, à tout moment, au moins d'être capable de remonter un business qui te fait vivre et sans souffrance, hein, vraiment. Ouais, Voilà, facile, moi quoi. je reste focus sur ce que je fais, mais je pourrais lancer une idée toutes les semaines de trucs qui marcherait. Quand je dis marcherait, on ferait 100 000 € par an avec ça. Mmh. Idée. Moi, je sais pas, je connais pas le niveau d'attente des gens dans la vie. Alors, je crois qu'avec 100 000 €, dans à peu près tous les pays du monde, Tu peux vivre, ouais, ça voilà, va. ça se passe A bien. priori, ça se passe, ouais. Ouais, Roman disait que si là, demain, tout s'arrêtait, il pourrait relancer un business à 5 000 € par mois en quelques jours, Mais oui, sans aucun oui. souci, mais c'est vachement intéressant, ouais. Mais après, l'accumulation d'expérience et de savoir, c'est incompressible aussi. Je vois des gens qui veulent le résultat sans être capable d'absorber. Tu peux pas absorber 10 ans de ma connaissance en un mois. Mais il manque l'expérience surtout, hein. C'est la C'est connaissance, pourquoi la pas, connaissance mais. ne fait pas tout. La connaissance ne fait pas tout. Mmh, mmh, mmh. Faut aussi faire son Yes. chemin. Faut faire des erreurs. J'ai fait 2-3 grosses erreurs. Ça m'a autant appris que tous les bons trucs que j'ai faits. Ouais, notamment la liquidation, etc., quoi. Ouais, bon, alors Même ça, si tu c'est des pensais peut-être pas à ça, mais non, mais si, parce qu'après, j'ai fait aussi des choix pour mes entreprises. Moi, j'ai pas épilogué sur ça parce que c'est un peu long, puis ça sert à rien. Mais ouais. moi, j'ai fait, presque faillite 3 fois dans tout le parcours. Mais genre vraiment, dont 2 fois endetté à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc la réalité, c'est que tu peux remonter quelque chose et repartir. Ce qu'il faut pas, c'est faire une erreur, que moi j'appelle une erreur fatale, c'est une erreur où tu peux plus revenir dessus. Tu peux te planter dans le business, tu peux te planter de partenaire, tu peux couler une boîte, même si en France c'est mal vu, j'ai envie de te dire. Ouais. Les clients ou les autres boîtes en face s'en foutent, ils sont pas le gouvernement, tu vois. Mmh. Mais si tu fais une erreur, qui t'interdit de créer une nouvelle société ou qui t'empêche de relancer une boîte ou que tu montes un truc, il y a des mecs qui sont tellement désespérés qu'ils montent des trucs illégaux. Non, ça, ce sera pas possible. Mais sinon, tu peux te planter plein de fois. Des fois, être proche de la faillite, ça te fait avoir une meilleure idée, mieux construite, mieux pensée, plus loin. Ce qu'on fait aujourd'hui dans From Easy to Simple, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais été aussi structuré, avec un plan de vision aussi long, avec autant de pays ouverts. Moi, avant, je faisais du business quasiment mono-pays. Ouais. C'est déjà plus du tout le même business quand tu fais ça dans plusieurs pays. Et Ouais, c'est ça, sûr, hein. c'est l'expérience. Même quelqu'un qui est talentueux, je pense que la première fois qu'il fait ça, il se plante. Ou alors il est accompagné d'un mec qui l'a déjà fait. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est l'expérience, en fait, hein. Il y a la connaissance, puis après, il y a le terrain, quoi. Et moi, j'ai pas d'ego, j'ai jamais eu de problème à apprendre de mecs qui savent des trucs mieux que moi ou qui ont fait des trucs plus que moi. Il y a pas longtemps, j'ai parlé à deux marketeurs, français qui habitent maintenant à Dubaï. Bon, c'est la Mmh. mode, pourquoi pas, mais ils font 20 millions. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Ils font 4 fois ce que je fais, ils ont 3 fois moins d'équipe, donc j'ai des trucs à apprendre. Tu vois? Après, C'est c'est peut-être pas le même business non plus, quoi. Mais Mais en bon. fait, c'est pas le même business, mais ce qui est important, c'est l'approche. Mmh. C'est l'approche qui est intéressante. Évidemment, c'est pas le même business. Ils sont sur 4 piliers, de business numérique qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, certes, Mmh. mais, ils ont des approches, des méthodes, des hacks business qui sont hyper, hyper intéressants. Le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils commencent à avoir un peu de succès, c'est souvent le cas, qui ont trop d'ego pour se remettre en question sur n'importe quelle information qu'on leur donne. En disant: Ça, c'est «Oui, mais toi, intéressant, tu as eu hein. de la chance. Oui, mais toi, tu fais Mmh. ça, moi, je suis sur autre chose». Oui, mais non, écoute, prends l'info, adapte-la pour toi. Il y a toujours un truc à faire, toujours. Et Bah, je ce pense sera que les mecs le qui font ouais, ça, c'est les vas-y. mecs qui s'arrêtent jamais d'évoluer, vraiment. Donc pour toi, ce serait ça un peu le
une des clés du succès serait vraiment de rester humble, Mais de tout le toujours temps, apprendre, même si c'est des personnes qui n'ont pas forcément le même résultat, il y a toujours quelque chose à apprendre. mais tout le temps. Les plus gros entrepreneurs de cette planète, on le sait pas, mais ils écoutent des gens tout le temps. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord Voilà. avec toi. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut voilà, un peu suivre l'avancement de ton entreprise, si ou pas tu vas atteindre les 5 millions puis les 10, comment on peut Ouais, te bah, retrouver? j'ai un peu, abandonné la communication sociale parce que je prenais pas le temps de le faire correctement. Mais à la Mhm. limite, le seul endroit où on peut communiquer avec moi facilement, c'est sur Instagram. Je réponds à D'accord, tout le monde en plus, donc il y a pas de problème. Et mon Instagram, c'est Kevin L. Valfin, nickel. Bon, on le mettra dans la description. mais avec plaisir. Bah, Kevin, je te remercie d'être passé. Bah, c'est C'était moi, super merci. intéressant, je t'en prie. C'est vraiment très cool de suivre ce podcast. Moi, j'en suis peu, mais j'en suis un petit peu et celui-ci me plaît beaucoup. Bah, nickel, on essaie d'améliorer en fonction des retours. Euh, Là, je m'adresse aux auditeurs. Si ce podcast vous a plu, si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes, à me faire des retours si jamais vous avez des remarques ou alors si vous connaissez des invités qui seraient intéressés. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.